Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Du coup, nous allons continuer sans appel la continuation de la vidéo précédente, donc effectivement sur les technologies futuristes. J'avais prévu effectivement de faire des questions-réponses pour clarifier en fait certaines choses auxquelles vous pourriez vous poser. Il y a des questions qui sont très importantes selon moi et que je me suis posé moi-même et auxquelles j'ai répondu. Alors peut-être qu'on pourra répondre plus précisément dans le détail dans les commentaires, parce que c'est pas le cas pour l'instant, hein. La plupart des abonnés ne répondent pas dans les commentaires. Mais voilà, je vais essayer de quand même de poser, on va dire une dizaine ou une vingtaine de questions, on verra bien un petit peu mon ressenti. Et on va essayer d'y répondre ensemble pour essayer de se poser des bonnes questions. Du coup, les innovations en nanotechnologie, est-ce qu'elles peuvent contribuer en fait à résoudre la crise climatique? Eh bien, absolument oui. Les applications de la nanotechnologie, en fait, dans les matériaux avancés pour l'efficacité énergétique et les systèmes de filtration pour la dépollution, les technologies solaires, elles peuvent jouer un rôle clé dans l'atténuation, en fait, des défis du changement climatique. Et je vous rappelle encore une fois, avant que vous me critiquiez dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des vraies questions pour que je puisse y répondre. Là, pour l'instant, je survole les questions qu'on pourrait se poser, mais vous commencez à me connaître, très cher abonné. S'il faut y répondre plus précisément dans une vidéo, j'en ferai une. Deuxième question, la biotechnologie peut-elle aider à combattre les maladies émergentes? Eh bien oui, grâce à la rapidité et la précision de séquençage génétique et de l'ingénierie génétique, la biotechnologie, elle permet effectivement, à l'heure actuelle même, de développer rapidement des vaccins et des traitements contre les maladies émergentes ou réémergentes. Troisième question, quels sont les défis associés à la fusion nucléaire? Alors les principaux défis en fait qui incluent la maîtrise de la réaction de fusion et à des températures et de pressions extrêmement élevées sont la gestion et des matériaux qui sont soumis en fait à des fortes radiations et le financement aussi hein, des recherches à long terme nécessaires pour rendre ces technologies viables et surtout accessibles, hein, j'ai envie de dire. Mais comme je vous l'explique encore une fois, là on est qu'à la troisième question, n'hésitez pas surtout, là en fait c'est de la provoque que je fais, hein. Donc voilà, je pose des questions que je me suis déjà posées, j'essaie d'y répondre succinctement. Donc si vous avez des questions bien plus poussées, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça me permettra de créer des vidéos par la suite pour pouvoir vous répondre. Comment les énergies solaires et éoliennes affectent-elles la biodiversité? Eh bien, considérées finalement comme des sources d'énergie propres, leur impact sur la biodiversité, notamment à travers l'utilisation du sol et de l'interaction avec la faune, elle nécessite des études et des mesures d'atténuation pour minimiser en fait les effets négatifs. Et oui, c'est exactement cela. En quoi la géothermie permet-elle une source d'énergie qui est durable? Eh bien, la géothermie, en fait, est durable car elle exploite la chaleur interne de la Terre et elle permet, en fait, d'avoir une ressource qui est quasiment inépuisable à l'échelle humaine et qui fournit, de facto, une énergie propre et stable avec peu d'émissions de gaz et peu d'effets de serre. Les biocarburants de troisième génération sont-ils vraiment écologiques? Eh bien, je suis partagé. Ils ont le potentiel d'être écologiques en utilisant effectivement des ressources qui sont non alimentaires et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
mais leur impact environnemental dépend des méthodes de production et d'utilisation. Et du coup, quel est l'impact des réseaux énergétiques intelligents sur la consommation d'énergie que nous, humains, peuvent avoir? Eh bien, cela peut réduire effectivement significativement la consommation d'énergie en optimisant l'usage et la distribution d'énergie. Donc ça, on peut le réguler. Parce qu'effectivement, un riche qui gagne des milliards par mois ou par an, lui, il consomme toute une vie que vous pouvez avoir voilà, sur votre vie, quoi. Donc, c'est logique, quoi. Et du coup, en réduisant les pertes et en permettant une meilleure gestion de la demande, ça permet d'économiser d'avoir une meilleure qualité environnementale. Quelles sont les implications éthiques de la manipulation génétique dans la biotechnologie? C'est une question très intéressante et qui mérite une vidéo à part entière. La manipulation génétique, elle soulève des questions éthiques qui concernent le consentement, l'intégrité des espèces, les effets de l'écosystème sur la façon dont on pourrait gérer ce genre de choses, et les potentiels déséquilibres, effectivement, sociétaux, économiques même, et je pourrais aller encore plus loin, qui sont liés aux technologies génétiques. Ça, c'est... si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait mériter aussi une vidéo. La transition vers les énergies renouvelables, est-ce que c'est économiquement viable? À la limite, j'ai envie de vous dire, peu importe la réponse, mais dans un système capitaliste, oui, c'est des avancées technologiques qui réduisent les coûts et les politiques de soutien qui sont adéquates transitionnent en fait, économiquement parlant, viablement pour offrir des opportunités de croissance et d'emploi durable. Mais moi, j'ai envie de vous dire, personnellement, j'en ai rien à faire de cet aspect capitaliste. Voilà. La transition énergétique renouvelable pour pouvoir prendre soin de notre planète et soin de nous, elle n'a pas besoin du capitalisme. On s'en fout complètement. Voilà. N'hésitez pas aussi à me répondre, il n'y a pas de problème. On s'en fout du capitalisme. Ce qui compte, en fait, finalement, c'est le bien-être des hommes et des femmes et qu'on puisse vivre notre vie sans être des esclaves modernes. Comment élaborer internationalement la transition énergétique? Eh bien, la collaboration internationale peut faciliter le partage de connaissances, la mise en œuvre de normes communes, le financement de recherche et de développement, la mise à l'échelle de solutions énergétiques et renouvelables, qui accélèrent ainsi de facto la transition vers un avenir énergétique et durable. Mais ça a des limites, encore une fois. Ça a encore des limites. Mais bon, on pourra en reparler plus tard. Quel rôle, en fait, jouent les consommateurs dans le développement de la nanotechnologie? Alors, les consommateurs influent sur le développement de la nano par leur demande et par les produits qu'ils innovent et la durabilité, par la sensibilité aussi qu'ils ont par rapport à l'éthique et à l'environnement des technologies qu'ils produisent. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi l'aspect futur. C'est-à-dire qu'en fait, nos enfants ou nos petits-enfants, on n'a pas envie qu'ils vivent dans un monde, selon moi, après, hein, ça c'est mon avis, dans un monde capitaliste où tout est monnaie, où il faut payer. Selon moi, on n'est pas sur Terre pour survivre et donner en fait et donner de soi en fait pour apporter du bénéfice à quelqu'un. On est plutôt là sur Terre pour faire ce que nous on souhaite en fait et apporter du bien-être à quelqu'un et pas apporter du bénéfice à quelqu'un. C'est complètement différent selon moi. Les technologies de l'énergie renouvelable sont-elles fiables pour répondre à la demande énergétique mondiale? Eh bien, je suis un peu partagé. Oui, avec les progrès technologiques et l'expansion des infrastructures, les énergies renouvelables, elles deviennent effectivement de plus en plus fiables et capables de répondre à une part significative de la demande énergétique mondiale.
et surtout en combinaison avec des systèmes de stockage d'énergie avancés. Mais ça ne répond pas non plus à ce qui pourrait se passer par la suite en termes de viabilité, quoi. On se rend compte finalement que plus on avance dans le temps et plus les gens sont pauvres. Et, qu'on me dise pas le contraire, parce que je pourrais faire une vidéo sur la personne qui me pose la question. Il n'y a aucun problème. Selon moi, du haut de mes 40 ans, j'ai pas l'impression que les gens vivent de mieux en mieux plus le temps passe. C'est plutôt l'inverse. Comment la biotechnologie influence-t-elle le développement durable? Alors, la biotechnologie, elle contribue au développement durable, ça c'est sûr, en améliorant l'efficacité des processus de production agricole, technologique, sociale et, et tout le tralala, mais qui réduit aussi la dépendance aux produits chimiques nocifs et en développant des solutions biologiques pour la gestion des déchets et de production d'énergie propre. Mais ça, encore une fois, c'est valable pour les gens qui ont de l'argent, quoi. Quand tu crées une boîte, t'es pas vraiment sûr, finalement, de pouvoir financer toutes ces technologies-là, parce que t'as pas forcément les bonnes aides, ou parce que tu n'es pas adéquate pour obtenir certaines aides, ou parce que tu n'es pas éligible à certaines choses. Et c'est très volatile, selon moi, en fait, cette façon de voir les choses. Donc il faut se poser la question quand même, hein. Pour moi, la biotechnologie, elle est très importante, effectivement. Elle influence vraiment, hein, le développement durable, mais elle n'est pas encore. La question dans laquelle j'ai répondu, elle n'est pas réellement viable pour l'instant dans le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde encore qui est très dur et c'est quasiment pas possible pour l'instant d'être parfait, vert, de vivre en harmonie avec la planète et tout le bordel. C'est juste pas possible pour l'instant, hein. C'est en fonction des moyens qu'on a ou qu'on nous offre, c'est juste pas possible, quoi. C'est mon avis encore une fois, hein, donc n'hésitez pas à commenter. Qu'est-ce qui rend la fusion nucléaire difficile à réaliser? Ça, c'est une superbe question. La complexité finalement de maintenir des réactions de fusion nucléaire contrôlées avec des températures et des pressions extrêmement élevées, c'est le défi finalement de construire des matériaux capables de résister à des conditions et de radiation qui rendent la fusion nucléaire difficile à réaliser et même à exploiter, hein. C'est assez compliqué, même si je sais que de sources sûres qu'il y a différentes entreprises qui arrivent à gérer ce genre de choses, qui font ce genre de choses. Bah, on a par exemple la NASA ou même d'autres entreprises très renommées qui peuvent faire ce genre de choses. Mais c'est très coûteux et c'est très cher et donc du coup ça empêche en fait les petites boîtes pour le faire quoi, ou pour le créer, ou même l'entreprendre. Ça amène justement à une transition énergétique, hein. Est-ce qu'elle peut créer des nouveaux emplois? Eh bien, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, selon moi. Oui, la transition effectivement énergétique peut créer des nombreux emplois, hein, dans le secteur de l'énergie renouvelable et puis de l'efficacité énergétique et dans les nouvelles technologies énergétiques, donc qui vont contribuer à la croissance économique. Mais ça a aussi un impact négatif parce qu'en fait, tout dépend dans quel monde tu vis, quoi. Si tu vis dans un monde où ce qu'il y a autour de toi, c'est du pauvre, et que tu galères en fait déjà pour finir la fin de mois, et que même avec toute la bonne volonté que tu essayes de t'en sortir, et tu essayes de faire des choses bien, innovantes et tout le bordel, mais que tu n'y arrives pas, parce qu'en fait finalement tu es oppressé par le gouvernement, par le capitalisme, par les charges, par tout un tas de choses. Donc forcément tu vas pas y arriver, et donc du coup tu désespères finalement par la suite. Et ça ne t'avantage pas, tu rentres dans une dynamique en fait finalement où tu vas régresser plutôt qu'avancer. Et selon moi en fait c'est l'aspect de la société en fait joue un rôle majeur finalement dans notre compréhension du monde. Elle est très importante, elle est vitale. Euh, Moins tu as de facilité finalement pour avancer, hein, donc plus on te met des barres dans les roues pour pouvoir avancer, et donc du coup moins tu as de facilité et moins tu avances. C'est très compliqué
Et je pense qu'effectivement, d'après mon point de vue, hein, ça reste mon point de vue, dans le monde dans lequel on vit en ce moment, c'est très difficile d'avancer parce on est tiraillé de tous les côtés, quoi. Mais on aura l'occasion d'en reparler, hein, encore une fois. Quels sont les avantages des panneaux solaires dans notre nouvelle génération? Ça aussi, c'est un sujet qui est vraiment, mais clivant, quoi. Il y a tellement de choses à dire sur les panneaux solaires. Alors oui, les panneaux solaires de nouvelle génération, comme ceux qu'on utilise en peroxyde, ou qui offrent des taux de conversion d'énergie plus élevés ou une meilleure performance ou différentes conversions d'éclairage, qui peuvent produire à moindre coût et avec une plus grande flexibilité de design. Oui, d'accord, ça c'est les grandes lignes. Mais c'est pas ce que la plupart des gens peuvent se payer. C'est encore une fois la même catégorie de gens qui se payent ce genre de choses, qui peuvent profiter de ce genre de choses, qui peuvent faire de l'intérêt sur ce genre de choses. Et donc du coup, c'est pas des petits gens comme nous, enfin ou comme moi en tout cas, qui peuvent se permettre de payer des panneaux solaires super cool et qui peuvent créer de la thune parce que je vais le revendre de l'énergie à EDF et machin. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, c'est un peu, c'est utopique tout ça, hein. C'est très utopique. En fait, je ferai un article complet là-dessus, hein, ça y a aucun problème. Ça sera vraiment très personnel, mais enfin, en tout cas, l'utopie, en fait, c'est quelque chose qu'on peut décrire, hein. On peut le décrire, on peut le désigner, on peut le dénoncer, on peut montrer en fait ce qui est possible ou pas possible, mais il faut montrer aussi les limites qu'on peut avoir dans notre façon de voir les choses. Et selon moi, en fait, bah, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas possible, en fait. Voilà, c'est pas possible. À moins de renverser certains critères. En quoi consiste le défi de l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques? Donc, l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique pose des défis qui sont liés à la variabilité et l'intermittence, qui nécessitent des solutions pour le stockage d'énergie, mais ça, on y reviendra dans un prochain podcast. Le stockage d'énergie, c'est en train de monter petit à petit. Je peux vous garantir que bientôt, vous allez avoir des téléphones qui vont tenir des années, hein. Et donc, la façon de concevoir les batteries ou la façon dont on peut gérer l'énergie sera complètement modifiée d'ici quelques années, je peux vous le garantir. Et la gestion de la demande et le renforcement des infrastructures de réseau pour maintenir la stabilité et la fiabilité de nos téléphones, d'Internet, de nos PC portables, sera complètement modifié. Donc ce que je dis maintenant ne sera pas valable dans quelques années, parce que de toute façon, je peux vous garantir que d'ici 2-3 ans, l'évolution des batteries va complètement évoluer et ça ne voudra plus rien dire ce que je dis. Quel impact la recherche entre la nano et a-t-elle en fait sur l'environnement, donc la nanotechnologie, et quel impact a-t-elle sur l'environnement? Eh bien, elle a un impact effectivement qui est très positif, hein, sur l'environnement, puisqu'elle développe des solutions pour le nettoyage des polluants, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la création de matériaux plus durables, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais par contre, il est crucial de surveiller les potentiels risques environnementaux qui sont liés à la dispersion des nanomatériaux. Donc, faut pas non plus s'amuser à concevoir des matériaux qui soient, où on exploite en fait des matériaux qui soient très rares sur notre planète et qui vont mettre en péril en fait des civilisations entières. Et donc, c'est un peu ce qui se passe avec les batteries électriques. Je sais pas si vous le savez, mais je pense que je ferai un podcast là-dessus. Sur les voitures électriques, effectivement, on se rend compte que les batteries, en fait, électriques sont utilisées, enfin, elles sont conçues d'une façon à exploiter, en fait, des terres, en fait, de zones qui sont dans le monde pauvres et des millions de gens oui, des millions de gens ou des milliards de gens, je ne sais pas, je pourrais pas dire exactement, mais travaillent, en fait, pour rien et creusent la terre pour récolter des minerais ou des choses qui ont de la valeur pour votre bien-être. Et moi, je trouve pas ça cool. Voilà. Donc, et en plus, ça apporte pas grand-chose, quoi. Nous, on est censé nous faire croire, enfin, le gouvernement est censé nous faire croire que c'est l'énergie verte, que c'est super, c'est cool, l'électricité.
Mais il y a des millions de gens qui travaillent dans les mines ou dans les montagnes ou qui creusent toute la journée pour que vous ayez votre voiture électrique. Et, euh, et moi, je trouve pas ça cool. Voilà. On y reviendra aussi plus tard. De toute façon, j'ai des milliers de podcasts à faire parce que j'ai tellement de choses à dire. Voilà. La géothermie aussi, est-ce qu'elle est accessible partout dans le monde? Alors ça, c'est une très bonne question aussi. Bien que la géothermie est une source d'énergie prometteuse, hein, sa viabilité, elle dépend finalement de la géologie locale, donc de l'environnement où on est et dans lequel on l'exploite. Et certaines régions offrent un potentiel géothermique plus élevé en raison de leur proximité avec des sources de chaleur terrestre accessibles. Et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les matériaux rares pour concevoir des batteries, ou pour concevoir vos téléphones portables, ou pour concevoir vos voitures électriques. Eh bien, c'est des millions et des milliards de gens qui travaillent dans la merde pour creuser en fait dans la terre pour avoir vos petits téléphones que vous allez payer 400, 1000 balles ou 2000 balles, alors que je me suis bien renseigné sur le sujet et je vous mets au défi de me contredire. Les iPhones, par exemple, les iPhone 13 ou iPhone 14, ça vaut pas plus de 20 balles ou 30 balles pour le gars qui les conçoit, hein. Le patron qui conçoit ces téléphones, ça lui coûte rien, hein. Par contre, vous allez payer 1000 euros, 2000 euros pour avoir des téléphones high-tech, des petits ordinateurs portables sur place. Enfin, du moins que vous allez avoir dans votre poche. Mais donc vous allez les payer très cher, vous allez enrichir ces gens-là. Alors qu'en réalité, en fait, bah, ça leur coûte rien du tout. Et donc, non seulement ils exploitent les gens qui sont pauvres dans les pays pauvres pour exploiter les terres, les minerais rares, mais en plus, ils vont vous exploiter vous dans les pays riches parce que vous avez soi-disant les moyens de payer ce genre de matériaux ou ce genre de technologie. Et donc, du coup, bah voilà, vous allez vous poser la. Enfin, la plupart ne se posent même pas la question finalement, hein. Ils se posent pas la question. Mais je ferai un podcast là-dessus aussi sur la fabrication des téléphones, qui selon moi est très intéressante et très importante à comprendre. C'est comment en fait on vous exploite en fait, hein. Voilà, moi je suis pareil, hein, j'ai un téléphone. Alors j'ai pas un micro high-tech dans lequel j'enregistre mes podcasts, hein, c'est mon téléphone qui enregistre les podcasts. Mais donc j'essaye de quand même de minimiser un peu l'impact. Mais c'est quand même, je suis quand même le premier à acheter un super téléphone pour être à l'aise en fait dans mon entreprise, dans les choses que j'entreprends, pour avoir une meilleure qualité, pour non seulement faire des bons podcasts, ça c'est clair, mais aussi bah, pour travailler tout simplement, voilà. Donc, mais après ça dépend de la vision des choses qu'on a dans la vie et comment on veut évoluer par la suite. Donc voilà, comment assurer l'équité en fait dans l'accès aux technologies et dans les énergies propres. Donc l'équité en fait dans l'accès aux technologies de l'énergie propre peut être assurée par des politiques inclusives, donc ça dépend aussi des politiques, des subventions ciblées, donc bah, comme les voitures électriques, on peut vous donner certaines subventions, mais qui seront de toute façon pas assez suffisantes pour pouvoir vous payer une voiture électrique. Parce que le but, c'est que vous payez. En fait, finalement, c'est pas que eux ils payent. Et des programmes de formation, mais bon, les formations, encore une fois, il faut les payer. Et d'une coopération internationale, mais encore une fois, je contredis cet argument parce que la coopération internationale n'existe pas, puisque vous voyez bien que en Europe, rien ne fonctionne, et qui vise donc justement, soi-disant leur terme, à réduire les inégalités entre les pays et au sein des sociétés. Mais encore faut-il qu'on ait les mêmes normes et qu'on puisse s'adapter à d'autres pays aussi qui sont un petit peu en dessous de nous ou bien plus en dessous de nous et donc d'autres pays aussi qui sont bien au-dessus de nous et qui voudraient s'adapter aux nôtres. Donc ça interroge pas mal de questions et d'éthique et de philosophie sur ces questions-là et ça je peux l'admettre, c'est très difficile. Voilà, nous, par exemple, en France, on a des technologies, on a une façon de voir les choses, une façon de consommer. On n'a pas forcément envie de vivre comme des pays un peu plus pauvres ou qui sont moins technologiquement avancés. Et donc, du coup, ce qui, de facto, engendrerait en fait une perte, en fait, finalement, de connaissances, de technologie, d'argent même, mine de rien, parce que
Si vous voulez vous adapter à des pays plus pauvres, bah, vous allez devoir baisser votre train de vie, vous allez devoir baisser vos dépenses, baisser votre façon de cautionner les choses. Vous allez devoir baisser en fait finalement votre train de vie. Et je suis pas sûr que les Français acceptent ça, quoi. Voilà. Donc voilà, on en reparlera de toute façon, vous inquiétez pas. Si vous avez plein d'autres questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je vous ai juste fait un article, on va dire, sur deux parties où on a des questions-réponses qu'on m'a déjà posées, hein, bien sûr, à l'époque. Mais c'est très intéressant de se poser des questions existentielles, sociales et financières pour comprendre un petit peu dans quel monde on vit. Donc n'hésitez pas à m'en reparler si vous avez besoin, on refera d'autres podcasts et prenez soin de vous, passez une belle journée, passez une belle soirée, bisous à tous, ciao ciao.